Journal d'un corps, c'est le titre sur lequel je me suis arrêté. C'est d'ailleurs le premier que j'avais trouvé. Ensuite, j'ai transité par une cinquantaine d'autres et je suis revenu au premier parce qu'il a tout simplement le mérite de dire exactement ce qu'est le livre. C'est le journal d'un corps, le journal d'un homme, le journal qu'un homme fait des états successifs de son corps, de 12 ans à 87. Oui, parce que le jour où j'ai décidé d'écrire le journal d'un corps, j'ai fait des miscellanées, des listes, toutes sortes de listes, listes d'organes, listes de pathologies, listes de sensations, listes de tout ce que tu veux. J'ai rempli chapitre par chapitre ou notion par notion ces listes autant que j'ai pu, comme ça, comme un exercice. Ça veut dire liste. Qu'est-ce que c'est qu'une liste? Pouvait rentrer, je ne sais pas, pouvait rentrer cataracte, point noir, masturbation, respiration, angoisse, paternité, etc., etc. Toutes sortes de listes comme ça. Tuberculose, n'importe quoi. L'ensemble des micro-événements ou des événements tout court physiques qui ponctuent une vie. Et je me suis amusé à les remplir comme ça, les uns après les autres. Et puis une fois que je les avais remplis, je me suis aperçu que je n'avais rien fait, ou presque. C'est-à-dire que la somme de tout ça aurait été absolument illisible si je ne faisais pas en sorte que ce journal soit vraiment le journal de quelqu'un. Donc il m'a fallu imaginer un personnage. Et j'ai introduit le personnage en filigrane de tous ces articles, avec une lettre d'introduction qui le définit bien, une relation sur la mort de son père, qui le définit bien, sur l'attitude de sa mère à son égard quand il est petit. Alors tout ça est romanesque. C'est-à-dire que le personnage n'existe pas, je l'ai imaginé, mais je l'ai imaginé pour que bizarrement le corps prenne corps, que ce devienne vraiment le corps de quelqu'un, et pas le corps en général. C'est un haut fonctionnaire, probablement, qui a d'ailleurs un sens réel du bien public. C'est un type plutôt bien. Alors quand on a décidé de faire cette lecture théâtrale, en parlant avec lui, on avait dit que la meilleure manière de représenter ce que c'était de garder le journal d'un corps, puisque c'est le journal d'un corps qui va lire, même si c'est une adaptation. Alors la mise en espace, j'ai déjà vu Daniel lire des autres textes, et c'est vraiment un plaisir parce que c'est un savoir lire que ça l'appartient complètement, et il faut les laisser tout seul, presque mettre en relief les textes dans un espace comme le gouffre, que c'est merveilleux. Mais on travaille sur 4 versions différentes pour donner à peu près le contenu du livre, même si jamais on va arriver à ça, mais comme les spectateurs qui puissent au moins toucher les différentes couleurs qu'il y a à l'œuvre. Non, il ne se décrit pas physiquement parce que au début, quand il est tout petit, que sa mère fait ce rejet massif de cet enfant, elle le colle devant un miroir et elle lui dit « Regarde-toi ». Mais regarde-toi! À quoi tu ressembles d'après toi? Et l'enfant, évidemment, ne se regarde pas. Si tu ne veux pas te regarder, c'est toujours la même comédie. Tu veux que je te dise ce que je vois, moi? Et elle lui dit cette phrase atroce, elle dit « Moi, je vois un garçon qui ne ressemble à rien. Tu ne ressembles à rien, absolument à rien. » Et bizarrement, il n'y croit pas qu'il ne ressemble à rien. Mais cette phrase terrible lui fait perdre le goût narcissique de sa propre esthétique. Il ne se regarde jamais dans le miroir pour voir s'il est bien. Il voit ses amis avoir, tu sais, cet innocent petit plaisir narcissique que nous avons tous quand nous passons devant la glace. Lui ne l'a pas. Pour lui, un miroir, c'est fonctionnel. Ça sert à mettre la cravate comme il faut,
à bien nouer sa cravate, à juger de la relation de couleur entre la chemise et la veste, etc., à la tenue. Mais il n'a aucune considération esthétique sur lui-même. Apparemment, son entourage le trouve pas mal. Quand il sort, par exemple, au lieu de se regarder dans le miroir, il se montre à sa femme, et sa femme lui dit « tu es parfait ». Et le miroir, c'est le regard de sa femme. Le premier miroir de ta vie, ça a été les yeux de ta mère. Si ta mère ne te regarde pas, ta vie durant, tu n'auras pas le sens du miroir. Tu n'auras pas cet innocent petit goût narcissique à te regarder dans la glace. C'est ce qui lui arrive. Il n'a pas le sens du miroir. Il a pris très tôt la décision de ne plus être affolé, de ne pas laisser son imagination s'emparer sans contrôle des sensations que produit son corps, de contrôler ça à vie. C'est pour ça qu'il tient ce journal, qu'il prend ce journal de son corps. Je ne sais pas si le public s'identifie davantage au personnage quand il transite par une lecture à voix haute. Ce que je sais, c'est que moi, j'aime lire des textes à voix haute aux gens. Et j'aime voir la tête des gens quand ils écoutent ces textes, quand ils entendent. J'aime voir le texte rentrer par les yeux, par les oreilles. J'aime beaucoup ce qui se passe de cette espèce de... C'est ce que j'appelle, tu sais, le mystère laïque de l'incarnation qui se joue tous les soirs sur les salles de théâtre, non, sur les scènes de théâtre. Il y a là, spectacle d'une étrange incarnation qui transite par la voix du lecteur ou des acteurs et les yeux et les oreilles des spectateurs. Et je dois dire que j'aime beaucoup ça. Que je sois d'ailleurs côté public ou côté scène, je m'en fous, c'est une sensation, j'aime beaucoup voir le public quand je suis moi-même dans le public, sentir le public quand je suis moi-même dans le public. Mais il y aura un dispositif scénique qu'on est en train de travailler et on est en train de modifier en fonction des versions qu'on va faire, même si ça va être une chose très simple, mais pour arriver à la simplicité, il faut qu'on rajoute. Par exemple, la qualité du silence, d'un silence qui s'abat sur toute la salle, tu sais, qui tombe doucement sur la salle au fur et à mesure que justement le texte s'incarne. Et quand le texte ne s'incarne pas, il n'y a pas de silence. On bouge des pieds, on remue les fesses sur ces sièges, les sièges grincent, on se mouche, etc. Ça gigote vaguement. Et puis tout d'un coup, c'est comme si il n'y avait plus qu'un seul grand corps commun, immobile dans la même assimilation du texte et de la voix et ça, j'adore ce moment-là. Le théâtre silencieux, quand je suis dans le public, ça me ravit. Quand je suis sur scène aussi, bien sûr. Le corps commun est un thème récurrent dans Journal d'un corps. Il est fasciné aussi par le corps commun dans un autobus, où une dame appelle sur elle toute l'attention du bus parce qu'elle est assise devant un siège qu'un jeune homme vient de lui laisser. Un jeune homme bien élevé comme toi lui dit « Madame, je vous en prie, asseyez-vous ». Et la dame, qui est une vieille dame, avec un cabas comme ça s'entend, dit « Non ». Et le jeune homme dit « Mais si, je vous en prie, asseyez-vous ». Et la dame dit « Non, j'aime pas quand c'est trop chaud ». Évidemment, tout le bus... Quand tu racontes ça dans une salle de théâtre, tous les spectateurs rigolent. Mais dans le bus où ça a eu lieu, et où j'étais, personne ne rigole. Tout le monde à ce moment est atrocement gêné, regarde ses pieds, étouffe un rire, regarde par la fenêtre, etc. Parce que tous font partie de ce corps commun dont chaque élément a ressenti ça. Qu'ils n'aiment pas s'asseoir sur un siège trop chaud, mais préféreraient crever plutôt que de le dire publiquement. La gêne. Alors que quand tu racontes cette histoire au même public, celui qui serait dans le bus, mais qui serait là, dans la salle de théâtre, ici, ce n'est plus le corps commun qui est ressenti, c'est juste l'incongruité de la formule, et toute la salle se marre parce qu'elle n'est pas directement concernée, alors que dans le bus, elle l'est, et elle ne rit pas. C'est un travail que c'est complètement avec lui. Moi, ce que je prends, c'est à partir de lui. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur, ça veut dire que pour moi, la chose, c'est comment mettre en évidence ce texte. Et je crois que la meilleure personne qui peut la raconter, c'est lui, puisque
déjà ça vient de lui. Et lui, il a, comme je te disais, un savoir, comme il partage les textes, que c'est très juste. Après, il y a des moments où c'est dans la totalité de la pièce, comment équilibrer. Qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte, pourquoi on choisit ça, quel dispositif scénique peut envelopper, accompagner et mettre en relief des choses comme ça, et en prenant absolument de lui le maximum, et presque une guide de l'extérieur qui l'accompagne. Ce n'est pas une direction en disant c'est parti, c'est plus comme ça va presque tout seul. Il y a quelque chose où ce texte c'est universel, même si on n'a pas vécu cette situation. Je dis, rendre ça au théâtre, c'est un joli partage. On n'a pas toujours mis le corps de côté dans la culture française, ni dans la bienséance française. Cette espèce de pudeur qui s'est abattue sur le corps, moi, je la date des années 1830, c'est-à-dire des années de la reconstruction de l'Europe par la bourgeoisie française qui se met au travail. Mon cher petit, tu me demandes si j'ai perdu mes cheveux à la suite d'une frayeur ou d'un saisissement. Mon petit, je suis devenu chauve pendant la Grande Guerre. Et je ne suis pas le seul. Je me suis réveillé un matin avec des touffes de cheveux dans le casque, puis le matin suivant et encore le matin suivant. Je suis devenu chauve en quelques semaines. Les médecins appelaient ça la pelade. Ils disaient que ça repousserait. Tu parles. Maintenant, tu me demandes si, en tant que représentant du genre chauve, j'ai des frissons sur le crâne. Eh bien, sache que cela m'est arrivé au moins une fois. Quand j'ai vu Sarah Bernard au théâtre, juste après la guerre, tu ne peux pas imaginer ce qu'était la voix de Sarah Bernard. Quant aux questions que tu me poses concernant la menstruation et tout ça, je serais bien incapable d'y répondre. La femme, mon petit, est un mystère pour l'homme et le contraire n'est malheureusement pas vrai. Juliette et moi t'embrassons bien affectueusement, transmets nos amitiés à Madame ta mère et viens quand tu veux à Paris nous montrer tes biceps. Ton oncle Georges. Napoléon déshabille les femmes. Il y a aussi ce mot de lui qui dit à quel point le corps est corps, qu'il dit à Joséphine, ne te lave pas, j'arrive. Murat, entraînant ses cavaliers à cheval avec son sabre et marchant sur son, debout sur les étriers de son cheval, il entraînait ses hommes en disant « Suivez mon trou du cul, il est rond comme une pomme ». Donc c'est plein d'anecdotes comme ça dans cette histoire guerrière de l'aventure napoléonienne.